La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et nos esprits libres du mardi. Aujourd'hui, Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos, et Jean-François Colosimo, essayiste, éditeur, théologien. Merci à tous les deux d'être là. Merci à vous. On va commencer par la politique et le budget. Olivier Faure veut une copie vendredi, c'est le mot employé. Une copie du budget pour vendredi, ça fait un peu prof qui relève les copies auprès de l'élève le cornu. Cécile, on a passé toute la semaine dernière sur l'hypothèse de la taxe Zuckman et de l'annulation de la réforme des retraites exigée par les socialistes. On sait depuis dimanche que c'est inenvisageable pour monsieur le cornu. Que peut espérer le PS et que peut espérer le cornu de cette semaine où les choses doivent se décider? Alors, ils doivent se voir vendredi. Ce sur quoi travaille Sébastien Lecornu, c'est quand même quelque chose autour de la fiscalité, un ISF qui dirait pas son nom parce que c'est un épouvantail pour Emmanuel Macron, et quelque chose sur le pouvoir d'achat pour dégager dès le mois de janvier des marges de manœuvre sur la fiche de paye en baissant certaines charges. C'est ça. Ce que réfléchit Sébastien Lecornu. Alors, il y a deux questions. Est-ce que ce sera assez pour le Parti socialiste? Vous mentionnez qu'il était très gourmand, il l'est. Et il y a la publication aujourd'hui d'un sondage IFOP pour l'opinion et Sud Radio qui montre qu'il y a une progression de Raphaël Glucksmann, qui est à peu près le seul à vraiment progresser. Et moi, mon analyse, c'est que, et d'ailleurs beaucoup de socialistes le disent sur le terrain, depuis qu'on gueule, depuis qu'on exige la taxe Glucksmann, les gens nous disent la merci. La taxe Zuckman. Zuckman, oui. Lapsus intéressant, mais c'est un peu ça. Les gens nous félicitent et on monte dans les sondages. Donc, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui... Olivier Faure aurait intérêt à toper avec Emmanuel Macron alors qu'il voit que ça marche dans les sondages. Ça, c'est une des premières questions. L'autre question, c'est Emmanuel Macron. On sait maintenant que la fameuse interview de Sébastien Lecornu dans Le Parisien, il voulait faire plus d'ouverture que ce qu'il en a fait à la fin, parce que Emmanuel Macron a dit non. Non Zuckman, bien sûr. Non ISF, non suspension de la réforme des retraites. Il ne veut pas détricoter sa politique. Et si il commence peut-être, disent certains, à considérer qu'il faudra quand même lâcher un peu de lest pour avoir un budget malgré tout dans ce pays, eh bien, pourquoi il laisserait faire ça à Sébastien Lecornu, qui est très proche de lui? Il réfléchirait à plutôt laisser Sébastien Lecornu tomber et nommer un socialiste pour qu'au moins ce soit la faute des socialistes et pas sa faute à lui. Mais c'est machiavélique. Bah oui, mais c'est la politique, David. C'est-à-dire parce qu'il a quand même en tête un éventuel retour. On se cognerait encore un Premier ministre. Voilà, donc il ne faut rien... Vous commenciez la question avec un sourire aux lèvres sur Olivier Faure. Nous aurons peut-être un Olivier Faure à Matignon, si les choses continuent comme ça. Je voudrais qu'on revienne sur la stratégie, entre guillemets, du silence de Sébastien Lecornu. Ce Premier ministre qui fait un aveu de faiblesse dans les journaux, qui dit « je suis le plus faible des ministres de la Ve République », ensuite qui parle peu, avec cette espèce de sourire en demi-teinte, fait de gravité aussi. Ça, c'est une figure de communication qu'on connaissait peu après le très bavard François Bayrou. Qui, dans ce sondage, ne fait que 3% si la présidentielle avait lieu dimanche. François Bayrou, oui. 3%. Donc les bavards, je ne suis pas sûr que les Français adorent. Oui, bon... C'est un bon militaire, il a fait sa carrière là-dedans, en tout cas il s'y croit, il a été un bon ministre de la Défense, donc il est envoyé pour une mission impossible sur un terrain de mine. Je dirais qu'il a la politesse d'annoncer qu'à un moment il va sauter sur une mine, et il le concède, puisqu'il est face à une assemblée ingouvernable, et il est à la tête d'un gouvernement fantôme. Donc c'est vraiment... Pas de gouvernement pour l'instant. Oui, d'un gouvernement fantôme, au sens où c'est l'ancien, mais qui juste est prorogé. Et donc, voilà, il avance. Il sait qu'à un moment, le coup fatal va tomber. Donc, il s'en excuse un peu par avance. Oui, il va disparaître. Jean-François Colosimo, vous vouliez parler des élections législatives en Moldavie. C'est vrai que la Moldavie, les Français, c'est pas nécessairement le pays d'Europe de l'Est qu'ils connaissent le mieux. Quelles leçons vous tirez de cette élection? Les pro-européens l'ont emporté assez nettement, malgré des manœuvres non démontrées mais très probables des Russes pour s'ingérer dans le scrutin. Oui, alors la Moldavie, c'est un pays très pauvre, mais très attachant, qui est un peu partagé en
entre ses voisins, l'Ukraine, la Roumanie, etc. Mais ça a toujours été, ça s'appelait la Bessarabie jadis, ça a toujours été un endroit où les Russes sont venus pour nous déclarer la guerre en quelque sorte. Tenir la Moldavie, c'est une manière en fait de se mettre face à l'Europe et de la contraindre. Alors ça a été vrai en 1830, en 1850, ça a été vrai en 1945. Tenir la Moldavie pour les Russes, c'est être sur notre ligne de front. D'où l'importance qu'ils ont accordée à ce scrutin, on aurait pu dire, qui est... Alors pourquoi la Moldavie ? Parce que, en fait, c'est les embouchures du Dniepr, c'est les embouchures du Danube, et c'est malgré tout l'accès à la mer Noire. Donc c'est vraiment un endroit stratégique. Eh bien, ils ont échoué. Ils ont échoué en dépit de moyens tout à fait considérables, mais il faut savoir tout de même, et c'est là où il y a une véritable question pour l'Europe, qu'ils ont échoué parce que beaucoup de Moldaves sont ce type de pays où la moitié de la population vit à l'extérieur pour des raisons de pauvreté objective. Ce sont surtout les Moldaves de l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui vivent par exemple en France, qui sont allés voter et qui ont empêché cette catastrophe. Ils sont allés voter dans leur pays ou dans leurs ambassades ? Ils sont allés voter dans leurs ambassades, comme ils en ont loin, n'est-ce pas ? Donc ils ont eu un esprit civique même loin du pays. Eh ben, ils ont un attachement viscéral à leur pays, comme beaucoup d'immigrés, ce qui est normal, et d'exilés. Mais en même temps, ils ont un attachement fondamental aux libertés qu'ils ont connues ici. Et donc, là, il y a un véritable travail pour l'Europe à l'Est de démontrer l'efficience, l'épaisseur concrète de ces libertés. Vous voyez, ça c'est une belle victoire tout de même pour ce que nous avons d'idéaux, de respect de la personne humaine, de respect de la démocratie, etc. On a gagné dans ce pays, encore une fois, qui malheureusement est vraiment dans une très mauvaise condition économique. D'autant qu'il y a une quasi-partition avec la Transnistrie qui est déjà sous contrôle russe. La Transnistrie, c'est une partie de la Moldavie que les Russes ont annexée. C'est un pays... c'est Tintin au pays des soviets. Il faut y aller pour voir ce que peut être une espèce de post-communisme délirant avec des statues de Lénine partout. Donc ils savent dans leur chair la noirceur des bâtiments. Enfin, c'est un pays fantomatique. L'enjeu pour la Russie, c'était aussi de pouvoir, via la Moldavie et la Transnistrie, ouvrir un front sur l'Ukraine par le côté, par revers, ce qui, pour l'instant, il n'est pas réussi à faire. Cécile Cornudet, je voudrais qu'on fasse un peu de rétro-pédalage. Mais je me souviens l'année dernière, à la même époque, il y a 1 an et demi, la France ne jurait que par le réarmement de l'Europe. Nous sommes dans des méandres budgétaires qui permettent assez peu de grandes ambitions. Qu'est devenu le président qui veut réarmer l'Europe, qui veut fabriquer des cartouches, des munitions, des canons et les exporter Ce président, il a besoin d'un budget pour financer cet effort de défense. C'était à ça que devaient servir les 2 jours fériés, par exemple, la suppression des 2 jours fériés. 3,5 milliards Emmanuel Macron avait annoncé pour l'effort de défense. Tant qu'il n'a pas de budget, il ne peut pas lancer ses opérations. Et tant qu'il est affaibli politiquement, il a du mal à être un leader européen qui défend cette position. Je voudrais qu'on termine avec Zeta, qui est une intelligence artificielle qui rend fou les jeunes Sud-Coréens. Ça les aide à faire leurs devoirs, un peu comme les intelligences artificielles d'aujourd'hui, puisque tous les étudiants et tous les lycéens, voire les collégiens, y ont recours. Mais Zeta a un argument marketing qui fait mouche auprès de ces jeunes Coréens, c'est qu'on peut flirter avec. C'est-à-dire qu'elle a des dispositions à établir une relation et à fabriquer de l'attachement, même si c'est un attachement numérique, cybernétique. Alors on s'écrit des mots d'amour, on personnalise, et ça inquiète les parents. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ce qui n'est pas un gadget, Cécile Cornudet. C'est effectivement très inquiétant. Vous pouvez créer un avatar, donc une sorte de projection humaine de ce que vous désiriez, un être parfait dont vous pouvez tomber amoureux. Ça me paraît pas très très loin quand même de ce qu'il y a déjà, en fait, malheureusement, chez certains jeunes qui ont une vie parallèle sur les réseaux sociaux, qui ne sortent pas de chez eux, dont les amis sont des gens avec qui ils jouent, par exemple en ligne, ou qu'ils échangent sur leurs particularités. Il y a des groupes très très forts, tout ce qui est LGBT. Je connais des jeunes comme ça qui sortent pas de chez eux et qui toute leur vie sociale, elle se fait comme ça depuis leur ordinateur.
ordinateur dans leur chambre. Donc on est dans une dérive très inquiétante, très triste. Et ça n'est qu'un énième avatar, si on peut dire. Jean-François Colosimo, cette façon dont on s'adresse à une chose, à une machine, et on lui confie des choses, on peut s'y attacher. Il y a eu un film comme ça avec Joaquin Phoenix qui s'appelait Her, très bon film. Est-ce que ça inspire le théologien que vous êtes à vos heures, à vos autres heures? Écoutez, le fait est que, vous voyez, le fantasme, généralement, c'est que les machines deviennent, en fait, des androïdes, prennent le pouvoir sur nous parce qu'elles s'humaniseraient, en quelque sorte. Là, on voit que c'est le contraire qui se passe. Ce sont les êtres humains qui, en quelque sorte, se machinisent, n'est-ce pas? L'adolescence, c'est l'âge où on découvre, non pas qu'on a un corps, mais qu'on est un corps, et que c'est évidemment la question du désir et de l'altérité. Dans cette naissance du désir et de l'altérité, il va y avoir les premières amours magnifiques, et il va y avoir les premiers chagrins désastreux. On apprend alors cette difficulté d'être. Là, c'est tout le contraire. On est dans une espèce de confort ouaté où il ne peut rien se passer. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'altérité, puisqu'évidemment les algorithmes sont assez forts pour vous fabriquer quelqu'un qui vous va, en quelque sorte, et qui vous contredira jamais, n'est-ce pas? Et donc, en fait, on est véritablement dans la définition du nihilisme. Nihil, c'est la racine latine, mais la racine latine de nihil, c'est ne illum. Alors le il, qu'est-ce que c'est? Vous avez fait ça à l'école, vous savez, quand on vous faisait pousser un petit haricot, là, eh ben, c'est le follicule à partir duquel, sur la tige, un nouveau petit haricot est relié à la tige. Ne illum, ça veut dire même pas relié à quoi que ce soit. Ça veut dire une petite mémoire électronique jetée dans l'océan. C'est-à-dire que c'est véritablement la réalisation de l'individu. Individu, en grec, ça se dit atomos, atome, l'atomisation complète, l'incapacité de se relier, donc d'exister. Esprit libre, c'est un lien entre Radio Classique et les auditeurs. Cécile Cornudet et Jean-François Colosimo. Merci à tous les deux. Je vous recommande la page 12 aujourd'hui des Échos. Il y est question d'une histoire d'amour, puisqu'à l'Opéra de Paris démarre une saison avec la reprise de Gisèle, ballet romantique de Jean Coralie et Jules Perrault. C'est l'occasion d'entendre un extrait de ce ballet qui raconte l'histoire d'amour de Gisèle, qui croit s'amouracher non pas d'une machine, mais d'un villageois qui est en réalité un duc aux mauvaises intentions.